Donc, je pense que le gouvernement rwandais a essayé de trouver une solution. Et je reste convaincu que même si c'est critiqué, j'ai été convaincu par cette année et demie, 18 mois, 20 mois qui viennent de s'écouler. Moi, j'avais cru que les gens qui avaient critiqué allaient au moins proposer une autre solution. C'est vrai, ça s'est arrêté à cause des dossiers qui sont dans les cours et tribunaux, et on doit respecter les décisions des cours et tribunaux. Mais je pense que les gens qui avaient critiqué, les associations, c'est leur droit, et c'est bien de critiquer parce que ça peut aussi améliorer les choses. Mais voir que en 18 mois, vous n'avez fait que critiquer, les gens ont continué à mourir. On veut de nous dire que les chiffres sont multipliés par rapport à l'année passée. Et voir qu'on ne propose pas d'autres solutions, moi, ça me réconforte dans cette idée que voilà, il faut essayer de trouver d'autres solutions, essayer de convaincre des gens de ne pas partir. Mais je pense aussi qu'il faut aussi voir ce qui se passe ici en Afrique, voir pourquoi les gens, surtout les jeunes, veulent partir. Donc si on pouvait essayer de trouver des solutions, soit au niveau, d'abord au niveau de l'Afrique, et puis au niveau de l'autre côté, les gens qui ne veulent plus accueillir ces réfugiés et ces migrants. Ça aussi, quand on voit en Europe les gens, le pouvoir qui est à droite ou à l'extrême droite, ça commence à poser des problèmes. Mais elle l'a dit, ça peut aussi être une charge, que ce soit pour les pays pauvres comme chez nous, ou pour les pays riches. Et ça peut aussi être utilisé pour des raisons politiques. Mais si je reviens sur notre pays, nous, on est toujours prêt à accueillir des migrants ou des réfugiés, à essayer de partager le petit territoire qu'on a, jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Aujourd'hui, il est temps qu'on puisse empêcher nos jeunes de partir. C'est la force de demain, c'est cette force qui va... Justement, c'est la question que j'ai posée à Fred. Et vous êtes mieux placé comme porte-parole du gouvernement pour y répondre. Donc, il faut faire... Les leaders africains ne réagissent pas par rapport à ça pour maintenir leurs citoyens ici, c'est ce que dans leur pays. Moi, je vais répondre pour mon leader. Mon leader est en train de le faire. Le Rwanda n'est pas isolé, n'est pas un pays qui est isolé. Actuellement, je pense que dans les discussions que peut-être vous entendez parler de ça, est-ce qu'il y a des discussions entre les leaders? Aujourd'hui, je pense que quand je vous ai parlé des migrants libyens qui sont venus de la Libye, ce n'étaient pas des Libyens, c'est différentes nationalités. Le président l'a dit, il a fait, il a dit que vous ne voulez pas les prendre, vous voulez pas trouver une solution, donnez-les-moi. Il a donné un exemple. Aujourd'hui, il veut donner un autre exemple. On a donné un exemple avec les Afghans. Ils sont ici. Aujourd'hui, on veut essayer avec d'autres migrants. Donc, il faut essayer, des fois, il faut passer des paroles aux actes. Le Rwanda essaie de le faire. Comme je vous l'ai dit, il y a eu des critiques. Mais ce qui est, je dirais, triste d'ailleurs, c'est qu'entre-temps, vous critiquez, mais vous ne proposez pas d'autres solutions. Et entre-temps, les gens continuent à partir. Donc, il faut aussi qu'on sache il est temps d'investir aussi dans la capacité humaine. Oui, non, je voudrais juste rajouter quelque chose pour mettre les choses au clair par rapport à, par exemple, il a parlé de la Grande-Bretagne. Ce qui est important, c'est aussi de souligner, comme je l'ai dit tout à l'heure, la responsabilité des États. Le problème n'est pas le Rwanda. Le problème dans cet accord, c'est pourquoi la Grande-Bretagne ne veut pas recevoir ces gens. C'est ça la grande question. Pourquoi est-ce que quand ces gens arrivent, ils ne font pas face à leurs responsabilités en étant un État partie de la Convention 1951, de les recevoir et d'écouter leur demande d'asile. Pour ceux qui, en tout cas, sont des demandeurs d'asile. Je ne parle pas des migrants économiques ou autres, mais parmi ces mouvements-là, qui généralement sont des mouvements mixtes, il faut s'asseoir et savoir qui est qui. Qui a des raisons de fuir. Quelles sont les craintes que ces gens ont. Donc le problème, il est là. Il n'est même pas au niveau du Rwanda et tout ça. Au contraire, le Rwanda est généreux, et ouvre ses frontières, veut les accueillir, et donc tout ce que M. Alain vient de dire. Mais il faut qu'on sache que la Grande-Bretagne a des responsabilités en tant qu'État partie par rapport à ces demandeurs d'asile. Ça, c'est vraiment la position du HCR.
au niveau de notre continent africain, ce que notre continent africain en tant que bon, quand je parle de continent africain, je voudrais parler de l'Union africaine. Donc ce que l'Union africaine doit faire, c'est de tout faire pour essayer de coordonner avec les États sur un système pour pouvoir sécuriser notre continent. Parce que quand on parle de la sécurité de l'Afrique, les États ne s'entendent pas. Oui. Parce qu'il y a des États qui sont en guerre. Quand on parle, il faut éteindre le feu de l'autre côté. Au niveau de l'Union africaine, ça devient des tiraillements des États membres de l'Union africaine. Donc maintenant, il faut que l'Union africaine puisse réussir à mettre sur pied, bel et bien qu'il y a déjà des projets par rapport à ça. Mais ces projets ne sont pas entrés en vigueur comme il le faut pour pouvoir stopper des conflits, des guerres. Nous pouvons revenir au porte-parole du gouvernement rwandais. Comment est-ce que le gouvernement rwandais fait pour pouvoir arriver à tout cela alors que je ne crois pas qu'il est le plus riche des pays des Africains, des pays africains. Comment est-ce qu'il fait pour que peut-être les autres pays puissent prendre ça comme exemple? Il a dit, il y a d'abord la solidarité africaine. Mais comme je l'ai dit aussi, nous avons cette culture d'accueillir ceux qui sont dans le besoin. Et puis, je pense que des fois, on n'a pas le choix. Si l'une des raisons pour que des gens quittent leur pays, c'est des guerres. Nous sommes dans une région où il y a eu beaucoup de guerres, que ce soit au Rwanda, au Burundi, en République démocratique du Congo. Donc les gens sont habitués à circuler en fuyant. Elle l'a dit, on ne choisit pas d'être réfugié. Donc on ne va pas fermer les frontières parce que il y a des gens qui ont des difficultés, il y a des gens qui ont des problèmes. Et on le suit même, on l'écoute sur les radios, les télévisions, on sait ce qui se passe. Et puis nous habitons également dans une région où il y a des volcans. Des fois, il y a des gens qui partent du jour au lendemain parce que les volcans... voilà. Donc aujourd'hui, on ne va pas se poser des questions, dire que le Rwanda est petit, le Rwanda est pauvre, le Rwanda est ceci, cela. S'il y a des réfugiés, on doit les accueillir. Point, c'est tout. Et puis, si on les accueille, qu'on puisse avoir l'assistance du HCR et des aides des autres pays, de la communauté internationale, on doit faire en sorte que les gens puissent au moins retrouver un semblant de vie normale. Et s'ils peuvent s'intégrer, si demain ils peuvent avoir la nationalité rwandaise, si demain ils peuvent immigrer d'une façon régulière, il faut toujours pouvoir aider. S'ils peuvent étudier, s'ils peuvent se faire soigner, s'ils peuvent avoir du travail. Dans le temps, il y a eu beaucoup de réfugiés burundais qui étaient ici et qui travaillaient jusqu'au niveau du gouvernement. Et vice-versa, je crois. Donc aujourd'hui, je ne pense pas que la question d'être réfugié au Rwanda est une question ou une difficulté où la question se pose. Je ne sais même pas si... Je crois que beaucoup de Rwandais ne savent même pas qu'il y a plus de 130 000 réfugiés ici. Ils l'ont appris à cause des discussions qu'on a eues dans le temps, avec les problèmes avec la RDC, mais les gens n'étaient pas au courant. Moi-même, j'ai été surpris, alors que voilà, j'ai été réfugié moi-même. Donc, ça va être plus facile de comprendre ces problèmes, ces difficultés par rapport aux autres. Peut-être que dans d'autres pays en Europe, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de guerre, au moins 80 ans maintenant, je crois. Je crois qu'ils ont oublié, voilà. Et puis, on a vu comment ils ont accueilli les réfugiés ukrainiens par rapport aux réfugiés africains. Tout ça, il faut analyser. Il y a des problèmes de racisme, il y a des problèmes d'ignorance. Mais je pense qu'ici, au Rwanda, ces problèmes ne se posent pas. Que ce soit le Rwanda qui soit petit, qui soit pauvre, qui soit... Non, ça ne se pose pas. Est-ce que cela ne peut pas avoir un impact négatif sur la population du Rwanda? Je ne pense pas. Les gens croient que parce que le Rwanda est petit, le Rwanda est pauvre, le Rwanda est ceci et cela, les Rwandais... je suis sûr que les Rwandais ont d'autres difficultés et qui sont prêts à partager le peu qu'ils ont avec des gens qui sont dans le besoin. Prenons les cas des migrants en provenance de la Libye. Ça s'est passé quand le président de la République était aussi le président de l'Union africaine.
Et le problème se posait, personne ne voulait prendre des responsabilités. Il les a pris. 80% des gens qui sont arrivés ici sont déjà repartis. Ils voulaient partir en Europe et ils sont repartis. Aujourd'hui, on a accueilli des migrants qui sont venus d'Afghanistan. Personne ne sait même, aujourd'hui on ne sait pas où ils sont, mais ils sont là, ils étudient, je pense qu'il y en a même qui ont terminé. Donc voilà, les Rwandais, je ne pense pas que je ne dirais pas que ça ne les intéresse pas, mais ça ne pose pas vraiment un problème de savoir qu'il y a 100 000 ou 200 000 personnes en plus. Au sein même du continent africain, nous avons plus de 27 millions de réfugiés. Et peut-être, avant d'aller plus loin, ce serait important que nous fassions la différenciation entre un réfugié et un migrant. Parce que souvent, il y a cet amalgame ou cette confusion, alors que c'est deux statuts complètement différents. Certes, liés, mais différents. Et nous nous occupons en tant que HCR, au commissariat pour les réfugiés, on s'occupe des réfugiés. Les réfugiés sont régis ou encadrés dans un cadre juridique avec des droits spécifiques, complètement différents des migrants. Donc, quand moi je me réfère à des chiffres, des statistiques, je parle des réfugiés, c'est-à-dire une personne qui fuit, qui craint pour sa vie, pour des raisons d'insécurité et qui cherche la protection internationale. Donc, on ne peut plus rester chez soi et cherche à trouver la protection dans un pays limitrophe ou en tout cas ou dans un autre pays. Donc pour nous, c'est ça qui est très important. Donc le HCR est vraiment le gardien du droit des réfugiés parce qu'on a une convention qui protège les réfugiés, la convention 1951 sur le statut des réfugiés. Donc les États ont des obligations vis-à-vis des réfugiés. Et un réfugié, je disais tout à l'heure à mon voisin que nul ne choisit d'être réfugié. On est forcé à devenir réfugié. Mais on ne choisit pas d'être réfugié. Un réfugié, c'est quelqu'un qui craint pour sa sécurité et qui est obligé de sortir de son pays. Donc, on les différencie des migrants, comme quoi, peut-être la migration peut être une décision volontaire. Mais être réfugié, c'est une décision, c'est involontaire. On devient réfugié. On ne choisit pas d'être réfugié. Le Rwanda est vraiment un pays, je pense, modèle dans ce domaine. Tout à l'heure, nous parlions spécifiquement comment les solutions qui sont mises en avant. Au niveau du Rwanda, nous avons plus de 130 000 réfugiés actuellement qui ont l'asile, qui ont le statut de réfugié. Et j'avoue que on n'a pas vu vraiment des droits des réfugiés bafoués. Bien au contraire, moi je dirais que le Rwanda, qui est un parti donc, de la Convention de 51, qui l'a ratifiée, qui est aussi un pays qui a une loi d'asile depuis 2014, donc a tout le cadre juridique pour recevoir les réfugiés et pour déterminer leur statut. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les téléspectateurs et les téléspectatrices. Vous êtes nombreux à nous suivre depuis l'Afrique francophone. Bienvenue donc à cette émission Leadership d'Impact, une émission qui vous permet de renforcer vos connaissances, vos capacités en matière de leadership. Une émission qui vous informe sur les sujets d'actualité liés au développement socio-économique et politique de l'Afrique. Bienvenue donc et prenez votre stylo et votre cahier, comme on le dit, votre bloc-notes pour pouvoir prendre les notes, parce qu'on vous a dit que c'est une école où vous allez apprendre beaucoup de choses et vous allez être informés en même temps, mais aussi vous pouvez participer à cette émission en appelant ou en envoyant un message sur le numéro de téléphone qui va apparaître sur votre écran. Alors, ce soir, on va parler du respect des droits des migrants et des réfugiés. Un sujet d'actualité, un sujet de débat, un sujet qui suscite la sensibilité au sein des Africains. Parce que selon le rapport publié récemment par le HCR, il y a beaucoup de migrants qui proviennent de l'Afrique vers l'Europe. Par exemple, en cette année, depuis janvier jusqu'à ce mois, il y a eu 186 migrants qui ont quitté l'Afrique pour aller en Europe. On a un certain nombre
plus de 2500 personnes qui sont mortes ou portées disparues en cherchant de quitter l'Afrique vers l'Europe. Le Rwanda a un grand nombre de réfugiés et il y a aussi des réfugiés dans la plupart des réfugiés et des migrants dans la plupart des pays africains. Donc c'est une problématique et leurs droits ne sont pas toujours respectés en tant que personne humaine. D'abord, un réfugié ou un migrant, il est d'abord un être humain et ses droits ils sont les mêmes comme les droits des autres qui ne sont pas déplacés, mais avec certaines spécificités. C'est pour ça que ce soir, on va analyser et voir pourquoi certains de leurs droits ne sont pas respectés à 100% en saluant les pays qui essayent de donner ces droits aux réfugiés et aux migrants qui sont dans leur pays. Je ne suis pas seule, moi c'est Solange Ayanone, je suis avec ma collègue. Bonsoir Jen. Bonsoir Solange. Bonsoir. Alors Jen, sans trop tarder, nous avons des invités que tu vas nous présenter. Nous sommes ici avec Madame Ndeye Aïssatou Masek Ndiaye, qui a travaillé dans le secteur privé et public pendant plus de 3 décennies, où elle a une grande expérience dans le domaine des ressources humaines et opérations financières. Elle a aussi travaillé avec l'ONU en Guinée, en RDC, au Rwanda, en Genève, au Kenya, en Côte d'Ivoire et en Suisse. Et elle est basée à Kigali, où elle travaille maintenant pour la HCR depuis l'année 2022. Elle est la représentatrice du HCR au Rwanda. Nous sommes aussi avec... Bienvenue, madame. Merci beaucoup. Nous sommes aussi avec Alain Mukuralinda, c'est le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais. Il a été le porte-parole depuis l'année 2021. Et avant, il avait été le procureur national depuis l'année 2002. Il est aussi un artiste. Et récemment, il a produit une chanson sur l'unité africaine qui, vraiment, je vous encourage à voir cette chanson. Il a une très, très belle vidéo avec de bonnes images, avec vraiment toute la multitude ou la diversité africaine. J'ai beaucoup aimé la chanson. Merci. Mais ce soir, on va parler d'autre chose. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Nous allons parler des migrants et des réfugiés. D'ailleurs, nous allons commencer par une petite vidéo que j'ai pu essayer de résumer pour montrer un peu la problématique. Mais il y a aussi Alfred. Ah oui, parce que c'est notre collègue, c'est un journaliste et puis c'est aussi un analyste qui va nous aider pour un peu témoigner de la situation au Rwanda, en Afrique et ailleurs. Il connaît beaucoup. Oui, il est président et directeur de Charles Ghosn Media Group qui est basé ici au Rwanda, mais ces différents médias, ils couvrent pratiquement toute l'Afrique et même en dehors de l'Afrique parce que c'est les médias en ligne. Bonsoir aussi Alfred et bienvenue. Et il n'est pas, je pense que tu l'avais oublié parce qu'il n'est pas, il est habitué à cette émission. Ah, d'accord. Oui, il y participe beaucoup de fois, donc bienvenue aussi. Merci. Alors, tu parlais de ce vidéo que tu as pu... Oui, là où je parle de l'allocution du président de Rwanda, Paul Kagame, lors de l'Assemblée générale de l'ONU. Il a parlé aussi du problématique des migrants. Aussi, il y a beaucoup des nombres de chiffres que Solange avait un peu parlé. Ça aussi, on va regarder un peu avant de commencer d'entrer un peu dans le détail du sujet. Merci beaucoup. Alors, la technique, si vous pouvez mettre ce vidéo. Chaque année, les réfugiés
à entreprendre des voyages dangereux à la recherche d'un avenir meilleur. Le Rwanda reste déterminé à travailler avec ses partenaires, notamment le Bureau des Nations Unies, au Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, pour contribuer à la recherche d'une solution durable. Notre solidarité est enracinée dans notre engagement à ne jamais permettre que se reproduise la tragédie qui nous a été infligée il y a près de 30 ans, a-t-il ajouté, faisant référence au génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 qui a déplacé des centaines de milliers de personnes. La 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies a été marquée cette année encore par la guerre en Ukraine et la volonté des grandes puissances d'obtenir le soutien des pays émergents contre la Russie. Ruven Menikduela de la HCR a annoncé à New York la semaine dernière que de janvier jusqu'au mois d'août cette année-ci, 2023, plus de 2500 personnes sont mortes ou sont portées disparues en Méditerranée alors qu'elles tentaient de traverser vers l'Europe. Il s'agit d'une forte augmentation par rapport aux 1680 migrants morts ou disparus au cours de la même période l'année dernière. Cette année-ci aussi, 186 000 personnes ont traversé la Méditerranée comme déclaré par la HCR. La Tunisie et la Libye étant les points de départ pour ces personnes qui traversent. Plus de 100 000 personnes venant de la Tunisie ont essayé de traverser vers l'Europe dans cette année. C'est une augmentation de 260% comparée à l'année passée. Au moins 45 000 personnes ont essayé de traverser usant les moyens qui mettaient en danger leur vie en partant de la Libye. 80% de ces personnes qui ont pu traverser la Méditerranée ont atterri en Italie. Le reste est parti en Grèce, Espagne, Chypre et Malte. Merci beaucoup, Jen, pour ce résumé. Là où vous avez essayé de collecter les données qui montrent que le problème des réfugiés et des migrants est vraiment une problématique. Alors, Madame Ndiaye, est-ce qu'on peut savoir la situation des réfugiés au niveau de l'Afrique? Maintenant, comment se présente cette situation? Et puis, on va revenir sur le Rwanda. Est-ce que réellement ces chiffres sont alarmants comme on le voit traité par la plupart des médias, ou il y a une exagération? Merci beaucoup, Solange. Merci de m'avoir ici à votre émission. Oui, je dirais que des chiffres sont très alarmants quand nous voyons ces mouvements de population qui partent d'un pays à l'autre et qui traversent même les océans et qui perdent leur vie. Mais ce que je voudrais dire, peut-être pour amener ça sur le continent africain, je pense que c'est un continent qui souffre, c'est un continent qui a mal, ou en tout cas la jeunesse a mal, et donc ceci explique certainement certains des mouvements. Mais un continent aussi qui connaît beaucoup de conflits et qui sont à la base de ces mouvements de population. Et j'avoue que les chiffres, effectivement, de manière globale, sont énormes. On parle de centaines de millions de personnes en déplacement. Mais quand il s'agit du continent africain, il faut savoir qu'au sein même du continent africain, nous avons plus de 27 millions de réfugiés. Et peut-être, avant d'aller plus loin, ce serait important que nous fassions la différenciation entre un réfugié et un migrant. Parce que souvent, il y a cet amalgame ou cette confusion, alors que c'est deux statuts complètement différents. Certes, liés, mais différents. Et nous nous occupons en tant que HCR, au commissariat pour les réfugiés, on s'occupe des réfugiés. Les réfugiés sont régis ou encadrés dans un cadre juridique, avec des droits spécifiques, complètement différents des migrants. Donc, quand moi je me réfère à des chiffres, des statistiques, je parle des réfugiés, c'est-à-dire une personne qui fuit, qui craint pour sa vie, pour des raisons d'insécurité, et qui cherche la protection internationale. Donc, on ne peut plus rester chez soi et cherche à trouver la protection dans un pays limitrophe ou en tout cas ou dans un autre pays. Donc pour nous, c'est ça qui est très important. Donc le HCR est vraiment le gardien du droit des réfugiés parce qu'on a une convention qui protège les réfugiés, la convention 1951 sur le statut des réfugiés. Donc les États ont des obligations vis-à-vis des réfugiés.
Et un réfugié, je disais tout à l'heure à mon voisin que nul ne choisit d'être réfugié. On est forcé à devenir réfugié, mais on ne choisit pas d'être réfugié. Un réfugié, c'est quelqu'un qui craint pour sa sécurité et qui est obligé de sortir de son pays. Donc, on les différencie des migrants, comme quoi peut-être la migration peut être une décision volontaire, mais être réfugié, c'est une décision, c'est involontaire. On devient réfugié. On ne choisit pas d'être réfugié. Oui, je suis d'accord avec vous, madame, mais pourquoi alors la plupart des pays ne respectent pas les droits des réfugiés? On va revenir sur les migrants, bien sûr, mais pourquoi la plupart des pays, malgré la Convention de 1951 et son protocole de 1967, pourquoi les pays refusent, certains pays n'honorent pas leurs engagements par rapport à cela et assurer que les droits des réfugiés soient respectés? Parce qu'ils quittent leur pays involontairement. Et pourquoi leurs droits ne sont pas totalement respectés? Oui, c'est une question importante. Il y a des pays, effectivement, qui ont du mal à le respecter. Comme vous l'avez dit au départ, les chiffres sont de plus en plus grands et augmentent de manière assez alarmante. Mais n'oublions pas aussi que la plupart des pays, en majorité, et si on revient encore à notre continent africain, reçoivent les réfugiés. Il y a une grande hospitalité qui est là, africaine, où les réfugiés arrivent en masse. De plus en plus, on voit certains pays qui hésitent à le faire ou même qui refoulent des réfugiés, dû à des tensions internes déjà, dû à des agendas électoraux, un certain extrémisme qui se développe au niveau de leur pays, dû aussi à leurs propres problèmes internes qu'ils connaissent au sein de la population, qui font que pour eux, le réfugié est vu comme étant un problème, une charge supplémentaire qui va venir accroître les problèmes déjà que leurs propres citoyens reconnaissent. Mais si on revient en Afrique, je pense que l'hospitalité africaine qui est là doit aussi être mise en exergue. Oui. On va revenir sur les réfugiés. Parlons maintenant des migrants. Monsieur Alain Mukurarinda, vous êtes porte-parole adjoint du gouvernement rwandais et le Rwanda a accueilli certains migrants depuis un certain temps et il y a encore tout un débat autour de l'accueil des migrants par le Rwanda. Et qu'est-ce que le Rwanda est en train de faire pour assurer la sécurité de ces migrants qui proviennent de différents pays africains? Le Rwanda, d'abord, nous avons une culture d'accueillir que ce soit des migrants ou des réfugiés. Elle a très bien fait de faire une différenciation. C'est dans notre culture. Et puis, les Rwandais ont aussi vécu ce genre de difficultés. Je pense que la majorité ici a été soit migrants, soit réfugiés, en général d'ailleurs. Et que donc, comprendre les difficultés qu'ont les autres qui viennent vers nous, c'est plus facile. Bon, aujourd'hui, elle connaît mieux les chiffres que nous, mais je pense qu'on a plus de 100 000 réfugiés sur le territoire rwandais. Nous avons un petit pays, mais on ne craint pas d'accueillir même d'autres. Il y en a qui viennent même ces derniers jours. Donc voilà, on essaie, quand on a des migrants, quand on a des réfugiés, avec l'aide du HCR, avec l'aide du gouvernement, de les accueillir, de respecter leurs droits, essayer de les insérer dans la vie courante avec les Rwandais. Bon, certains sont dans des camps de réfugiés, mais ceux qui peuvent sortir soit pour aller étudier, soit pour aller travailler, soit pour même immigrer vers l'étranger d'une façon régulière, ça se fait. Et aujourd'hui, on a un accord, on a essayé d'avoir un accord avec le gouvernement anglais, dans ce sens que on ne peut pas continuer à regarder les gens mourir. Là, on a parlé de 2500 qui se sont noyés. Mais on ne parle pas, on est de l'Afrique subsaharienne. Donc on est au sud du Sahara. Il faut d'abord traverser le désert. Souvent, on oublie je crois même qu'il y en a plus qui meurent dans le désert que dans la mer Méditerranée.
On ne parle pas de l'esclavagisme, on ne parle pas des tortures, on ne parle pas de tout ça. On parle juste d'un petit problème qu'on voit dans les mers et dans les océans. Donc, je pense que le gouvernement rwandais a essayé de trouver une solution. Et je reste convaincu que même si c'est critiqué, j'ai été convaincu par cette année et demie, 18 mois, 20 mois qui viennent de s'écouler. Moi, j'avais cru que les gens qui avaient critiqué allaient au moins proposer une autre solution. C'est vrai, ça s'est arrêté à cause des dossiers qui sont dans les cours et tribunaux, et on doit respecter les décisions des cours et tribunaux. Mais je pense que les gens qui avaient critiqué, les associations, c'est leur droit, et c'est bien de critiquer parce que ça peut aussi améliorer les choses. Mais voir que en 18 mois, vous n'avez fait que critiquer, les gens ont continué à mourir. On veut de nous dire que les chiffres sont multipliés par rapport à l'année passée. Et voir qu'on ne propose pas d'autres solutions, moi, ça me réconforte dans cette idée que, voilà, il faut essayer de trouver d'autres solutions, essayer de convaincre des gens de ne pas partir. Mais je pense aussi qu'il faut aussi voir ce qui se passe ici en Afrique, voir pourquoi les gens, surtout les jeunes, veulent partir. Donc, si on pouvait essayer de trouver des solutions, soit au niveau, d'abord au niveau de l'Afrique, et puis au niveau de l'autre côté, les gens qui ne veulent plus accueillir ces réfugiés et ces migrants. Ça aussi, quand on voit en Europe les gens, le pouvoir qui est à droite ou à l'extrême droite, ça commence à poser des problèmes. Mais elle l'a dit, ça peut aussi être une charge, que ce soit pour les pays pauvres comme chez nous, ou pour les pays riches. Et ça peut aussi être utilisé pour des raisons politiques. Mais si je reviens sur notre pays, nous, on est toujours prêt à accueillir des migrants ou des réfugiés, à essayer de partager le petit territoire qu'on a, jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Merci beaucoup. On va revenir sur ça, sur ce débat de certains pays qui veulent recevoir les migrants. Et le débat peut-être est sur si vous n'êtes pas, par exemple, n'êtes pas riche comme le Rwanda, comment vous acceptez les migrants alors que même peut-être... C'est ça, ce sont les discussions que je vois sur les médias ce soir, que le pays n'est pas riche, comment il peut recevoir d'autres personnes avec 15 millions, c'est un petit territoire. On va revenir sur ça et pour voir si ceux qui sont ici, est-ce qu'ils sont en bonne condition. On va revenir sur ça. Mais j'aimerais que Alfred nous parle on va de revenir sur les réfugiés, nous parle de ces droits des migrants qui ne sont pas respectés. Vous venez même du Tchad, vous avez fait des analyses par rapport à ce dossier des migrants et des réfugiés. Est-ce que vous avez eu à voir la plupart des droits qui ne sont pas respectés ou qui sont violés par les États, qui ont plutôt ratifié toutes ces conventions, les protocoles, tout ça, et qui ont aussi domestiqué ça dans leur loi? Bon, merci de m'avoir donné la parole. Vous savez, en ce qui concerne les réfugiés en Afrique, il y a beaucoup de problèmes au niveau des droits des réfugiés, au niveau des États. Et quand on parle des États ici, il y a là l'engagement. Les États africains se sont engagés. D'abord, je rappelle la déclaration de Kampala du 22 au 23 octobre 2009. Bon, les États et gouvernements se sont convenus de respecter et d'apporter la protection minimum aux réfugiés et migrants, conformément à la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Donc, ici, il y a des États qui ne veulent pas respecter leur engagement. La Convention, non, la déclaration de Kampala de 2009, la déclaration, la Convention de Genève de 1951 et ses protocoles de 1967, ils ont ratifié tout cela. Mais au niveau de l'application, pour passer à l'action, il y a des États qui essaient de refuser de répondre à leur engagement parce que
D'autre part, ils ont des agendas cachés et ils entrent en complicité parce que, moi je dis, ils entrent en complicité avec certains États donateurs pour pouvoir refuser d'appliquer leur engagement. Moi je parle des États du Maghreb surtout. Les États du Maghreb refusent de donner ce qu'on appelle les documents de voyage pour permettre aux réfugiés de circuler. Que ce soit au niveau local, l'intégration au niveau local même, en ce qui concerne les droits d'accès au travail, à l'éducation, à la santé, tout ça, tout est bafoué. Pourtant, ces États reçoivent des financements et des dons plus que les États qui respectent même la Convention de Genève et la déclaration de Kampala. Et c'est ça ce qui n'est pas acceptable. Il revient maintenant à l'Union africaine de tirer maintenant la sonnette sur ces États-là. Parce qu'il y a eu beaucoup de rapports qui ont été envoyés soit au niveau de la Commission de l'Union africaine, au niveau du bureau du HCR central de Genève et au niveau même de l'ONU pour expliquer tout cela, parce que la situation dont vivent les réfugiés, c'est inacceptable. C'est de l'injustice, ce que moi j'appelle. Alors, madame, en revenant sur ces violations des droits des réfugiés, qu'est-ce que le HCR fait par rapport à ça? Quand il y a les conventions, on a parlé de ça, mais au niveau local, quand c'est violé, comment le HCR peut intervenir? En fait, ce que le HCR fait, c'est vraiment continuer à faire la promotion. La promotion du droit des réfugiés dans tous les États, auprès des États, tout comme auprès des organisations internationales. Il l'a très bien dit, de plus en plus, on voit des États ne pas observer, ou en tout cas leurs engagements, et continuer à les bafouer. Donc nous, notre rôle, c'est de continuer à faire la promotion et de rapporter par rapport à cela. On fait le monitoring, comme on dit, on rapporte là-dessus pour dire que les États ne respectent pas leurs engagements. C'est vraiment être toujours disponible pour amener de l'assistance là où il y a des manquements, qu'on voit comment est-ce qu'on peut les aider à observer leurs devoirs et continuer à faire cette promotion. Je crois qu'il est difficile d'aller au-delà de cela. C'est de mettre les États devant leurs responsabilités et puis continuer cette promotion du droit des réfugiés partout où on peut, au niveau des États, comme j'ai dit, au niveau des organisations internationales. Et revenons sur le Rwanda, est-ce que c'est facile pour un réfugié qui veut demander l'asile? Est-ce que c'est facile ici? Si vous faites une analyse sur les demandes, est-ce que c'est facile d'avoir l'asile en tant que réfugié ici au Rwanda? Le Rwanda est vraiment un pays, je pense, modèle dans ce domaine. Tout à l'heure, nous parlions spécifiquement comment les solutions qui sont mises en avant. Au niveau du Rwanda, nous avons plus de 130 000 réfugiés actuellement qui ont l'asile, qui ont le statut de réfugié. Et j'avoue que on n'a pas vu vraiment des droits des réfugiés bafoués. Bien au contraire, moi je dirais que le Rwanda, qui est à partie donc, de la Convention de 51, qui l'a ratifiée, qui est aussi un pays qui a une loi d'asile depuis 2014, donc a tout le cadre juridique pour recevoir les réfugiés et pour déterminer leur statut. Depuis plus de 2 ans, 3 ans maintenant, c'est le gouvernement du Rwanda qui donne le statut de réfugié. Donc, ils font toute l'analyse et la détermination du statut de réfugié. Et les conditions sont faciles? Disons que nous accompagnons les demandeurs d'asile. Quand ils arrivent, avec le gouvernement rwandais, au niveau de tous les postes frontières, quand les gens arrivent, que ce soit de l'aéroport au niveau des frontières terrestres, les informations sont disponibles. Nous les guidons et nous les aidons même à introduire leur demande d'asile auprès du gouvernement du Rwanda.
Et donc, il y a un comité de détermination du statut de réfugié qui existe et qui permet donc de voir l'éligibilité, de voir quels sont les fondements de la crainte qu'a cette personne de fuir son pays. Et une fois donc que le statut est déterminé ou refusé, quand il est déterminé, donc on devient réfugié et on a tout un système qui est en place pour permettre l'insertion de cette personne, l'assistance et l'insertion de cette personne. Et nous, le HCR, nous travaillons avec le gouvernement pour cela. Quand il est aussi débouté par sa demande, il y a tout un système aussi d'appel. On a eu quelques cas où ils ont eu à faire appel et la décision a été revisitée. Donc, le système d'asile est en place au Rwanda. Nous accompagnons le gouvernement en tant qu'HCR pour un support technique, mais aussi pour pouvoir aider aussi les requérants d'asile dans leur démarche de demande de leur requête d'asile afin que le processus soit clair. Tout n'est pas parfait, bien sûr. Tout n'est pas parfait, c'est pas aisé toujours d'aller dans ce parcours, mais je crois que c'est quelque chose qu'on travaille main dans la main avec le gouvernement du Rwanda pour pouvoir essayer de trouver des solutions. Et là où il y a problème, je pense que quand l'information passe, nous trouvons des solutions. Merci beaucoup. Nous pouvons revenir au porte-parole du gouvernement rwandais. Comment est-ce que le gouvernement rwandais fait pour pouvoir arriver à tout cela alors que je ne crois pas qu'il est le plus riche des pays des Africains, des pays africains. Comment est-ce qu'il fait pour que peut-être les autres pays puissent prendre ça comme un exemple? Quand il a dit, il y a d'abord la solidarité africaine. Mais comme je l'ai dit aussi, nous avons cette culture d'accueillir ceux qui sont dans le besoin. Et puis, je pense que des fois, on n'a pas le choix. Si l'une des raisons pour que des gens quittent leur pays, c'est des guerres. Nous sommes dans une région où il y a eu beaucoup de guerres, que ce soit au Rwanda, au Burundi, en République démocratique du Congo. Donc les gens sont habitués à circuler en fuyant. Elle a dit, on ne choisit pas d'être réfugié. Donc on ne va pas fermer les frontières parce que il y a des gens qui ont des difficultés, il y a des gens qui ont des problèmes. Et on le suit même, on l'écoute sur les radios, les télévisions, on sait ce qui se passe. Et puis nous habitons également dans une région où il y a des volcans. Des fois, il y a des gens qui partent du jour au lendemain parce que les volcans... voilà. Donc aujourd'hui, on ne va pas se poser des questions, dire que le Rwanda est petit, le Rwanda est pauvre, le Rwanda est ceci, cela. S'il y a des réfugiés, on doit les accueillir. Point, c'est tout. Et puis, si on les accueille, qu'on puisse avoir l'assistance du HCR et des aides des autres pays, de la communauté internationale, on doit faire en sorte que les gens puissent au moins retrouver un semblant de vie normale. Et s'ils peuvent s'intégrer, si demain ils peuvent avoir la nationalité rwandaise, si demain ils peuvent immigrer d'une façon régulière, il faut toujours pouvoir aider. S'ils peuvent étudier, s'ils peuvent se faire soigner, s'ils peuvent avoir du travail. Dans le temps, il y a eu beaucoup de réfugiés burundais qui étaient ici et qui travaillaient jusqu'au niveau du gouvernement. Et vice-versa, je crois. Donc aujourd'hui, je ne pense pas que la question d'être réfugié au Rwanda est une question ou une difficulté où la question se pose. Je ne sais même pas si... Je crois que beaucoup de Rwandais ne savent même pas qu'il y a plus de 130 000 réfugiés ici. Ils l'ont appris à cause de discussions qu'on a eues dans le temps avec les problèmes avec la RDC, mais les gens n'étaient pas au courant. Moi-même, j'ai été surpris, alors que voilà, j'ai été réfugié moi-même. Donc, ça va être plus facile de comprendre ces problèmes, ces difficultés par rapport aux autres. Peut-être que dans d'autres pays en Europe, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de guerre, au moins 80 ans maintenant, je crois. Je crois qu'ils ont oublié, voilà. Et puis, on a vu comment ils ont accueilli les réfugiés ukrainiens par rapport aux réfugiés africains. Tout ça, il faut analyser. Il y a des problèmes de racisme, il y a des problèmes d'ignorance. Mais je pense qu'ici, au Rwanda, ces problèmes ne se posent pas. Que ce soit le Rwanda qui soit petit, qui soit pauvre, qui soit... Non, ça ne se pose pas. Est-ce que cela ne peut pas avoir un impact négatif sur la population du Rwanda? Je ne pense pas. Les gens croient que parce que le Rwanda est petit, le Rwanda est pauvre, le Rwanda est ceci et cela, les Rwandais... je suis sûr que les Rwandais ont d'autres difficultés.
et qui sont prêts à partager le peu qu'ils ont avec des gens qui sont dans le besoin. Prenons les cas des migrants en provenance de la Libye. Ça s'est passé quand le président de la République était aussi le président de l'Union africaine. Et le problème se posait, personne ne voulait prendre des responsabilités. Il les a pris. 80% des gens qui sont arrivés ici sont déjà repartis. Ils voulaient partir en Europe et ils sont repartis. Aujourd'hui, on a accueilli des migrants qui sont venus d'Afghanistan. Personne ne sait même, aujourd'hui on ne sait pas où ils sont, mais ils sont là, ils étudient, je pense qu'il y en a même qui ont terminé. Donc voilà, les Rwandais, je ne pense pas que je ne dirais pas que ça ne les intéresse pas, mais ça ne pose pas vraiment un problème de savoir qu'il y a 100 000 ou 200 000 personnes en plus. Oui, madame, vous voulez intervenir par rapport à si ça? vous permettez, je voudrais ajouter, parce que votre question était de dire, est-ce que le Rwanda a les moyens de s'occuper de toutes ces personnes qui sont là. Je crois que ce qu'il a dit est tout à fait correct, dans le sens où, je disais au départ, la générosité, l'hospitalité. Et en général, les réfugiés vont dans les pays limitrophes. La majorité des réfugiés, pardon, quand ils fuient, dès qu'ils traversent une frontière, c'est le pays suivant, ils trouvent la sécurité. En général, la majorité s'arrête là. C'est une minorité, si on peut regarder globalement, ceux qui traversent et qui vont vers le nord. Mais comme on dit, une mort, et c'est déjà une mort de trop. Il y a trop de monde déjà qui meurt dans ce circuit dangereux. Mais pour revenir au Rwanda, ce qu'il y a, c'est que quand on parle du pacte, il y a un pacte mondial sur les réfugiés, où les États se doivent de partager la responsabilité d'avoir des réfugiés chez soi. Et les États qui sont en 2018, donc quand le pacte mondial a été adopté par la plupart des États, il est question qu'il y ait une solidarité mondiale. On ne peut pas laisser un pays d'asile seul avoir cette charge, si je puis dire, et ne pas s'en occuper. C'est pour ça que le HCR est là, c'est pour ça que la communauté internationale est là. Donc à travers nous, le HCR, les fonds que nous mobilisons, c'est les fonds de la communauté internationale pour accueillir, pour accompagner le pays qui reçoit ces réfugiés. Donc l'argent que nous recevons, notre budget, vient en complément du budget de l'État d'asile, donc ici en l'occurrence le Rwanda, pour aider à couvrir les besoins de ces réfugiés. Parce que ces besoins viennent en addition, viennent de manière supplémentaire aux besoins de la population rwandaise. Donc oui, c'est un plus, mais on a le devoir d'accompagner les pays qui accueillent des réfugiés. On ne peut pas laisser un pays seul s'en occuper. On a vu le cas de l'Ukraine. Beaucoup de monnaies beaucoup de financements sont vraiment spécifiquement dédiés à la crise ukrainienne. Il y a aussi des financements dédiés à la crise de la République démocratique du Congo, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, oui, c'est pas évident pour les peuples qui ouvrent leurs frontières, qui reçoivent, qui partagent ce qu'ils ont, parce que n'oubliez pas que quand les gens rentrent par les frontières, ils ne demandent pas la permission. Ils arrivent, et en Afrique, on a cette situation où nos frontières sont plus ou moins artificielles. Les gens ne sont même pas conscients qu'il y a une frontière qui les sépare, parce que les populations de part et d'autre sont liées, c'est la même langue, c'est la même culture, c'est les mêmes ethnies, on a des parents, voilà, on a les parents de part et d'autre, donc il y a un problème ici, je traverse, je vais chez mon cousin, je reste là-bas, donc on ne s'en rend pas compte. Mais il est de notre devoir, la communauté internationale, de voir les effets que ça a sur l'économie d'un pays qui cherche à... Parce que la majorité des réfugiés sont dans des pays en voie de développement. Oui. C'est tout ce qu'on voit, qu'on nous médiatise au niveau de l'Europe et autres, c'est la minorité. Je disais tout à l'heure que sur nos plus de 80 millions de réfugiés, 27 millions sont en Afrique. 27 millions sont en Afrique. Donc oui, le Rwanda est peut-être un petit pays, peut-être n'a pas beaucoup de moyens, mais sa générosité, on ne doit pas le laisser le pays tout seul. On doit l'accompagner. Et c'est ce que font la plupart des agences onusiennes qui sont là, les partenaires de développement qui constituent la communauté internationale et qui ont le devoir de mobiliser les fonds et de soutenir le pays d'asile. Actuellement, nous venons tout juste de leur parler d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, on voit que la plupart des financements ne viennent plus vers les pays africains en général, mais plutôt vers les crises les plus récentes. On parle de l'Ukraine. Maintenant, on a le Soudan qui vient de se faire. Le problème qu'il y a, c'est que
Nous, Africains, comment est-ce qu'on fait de sorte à ce que on s'attaque aux causes profondes qui font que les gens se déplacent. Et surtout quand on se déplace, et que là, au Rwanda, par exemple, en moyenne, c'est 10 à 15 ans que les gens sont ici. Les Burundais, les Congolais. Quelle solution de longue durée, durable, on peut trouver pour que ces personnes soit rentrent chez eux ou s'intègrent là où elles se trouvent? Justement, je voulais poser cette question à Fred, qui d'ailleurs vient d'une région où la plupart de ces migrants quittent l'Afrique du Nord, c'est de la Libye, même de Sénégal, Cameroun. Il y en a des Africains qui vont, mis à part les citoyens du Maghreb, il y a aussi des gens qui viennent de ces pays en sud du Sahara. Pourquoi ne pas s'attaquer aux causes dont Madame parlait, qui poussent les gens à partir, dont la pauvreté et l'insécurité et d'autres? Pourquoi les Africains ne cherchent pas leur solution qui va leur permettre de rester chez eux que d'aller mourir dans l'océan? Je parle des cas des migrants et en faisant allusion à ceux qui sont ici ou qui ont passé ici avant d'aller dans d'autres pays. Je vais répondre. Vous savez, la majorité de ces migrants ou réfugiés qui cherchent à aller en Europe, en traversant la Méditerranée, la majorité, c'est des jeunes. Et ces jeunes ont des objectifs. Et selon leur motivation de quitter leur pays pour aller vers l'Europe, nous fait comprendre que ces jeunes n'ont pas pu obtenir ce qu'ils veulent dans leur pays. Faute de guerre, parce qu'il y a des guerres. Donc, quand il y a une guerre dans un pays ne peut pas vraiment répondre aux besoins de la population et surtout les jeunes. Et aussi, il y a aussi les questions des emplois. Il y a le problème de l'emploi, il y a le problème de l'éducation aussi. Et dans un pays à la guerre déjà, donc tout ne va pas. Donc les jeunes sont poussés à quitter. Parce que la condition de vie dans leur pays ne leur permet pas de rêver ou soit de réaliser leurs projets. Donc ils cherchent à quitter pour aller dans un pays où règne la paix et la sécurité, pour qu'ils puissent s'intégrer et chercher à réaliser leurs rêves. Donc c'est ça, c'est ce qui les pousse. Mais au niveau de notre continent africain, ce que notre continent africain en tant que bon, quand je parle de continent africain, je voudrais parler de l'Union africaine. Donc ce que l'Union africaine doit faire, c'est de tout faire pour essayer de coordonner avec les États sur un système pour pouvoir sécuriser notre continent. Parce que quand on parle de la sécurité de l'Afrique, les États ne s'entendent pas. Oui. Parce qu'il y a des États qui sont en guerre. Quand on parle, il faut éteindre le feu de l'autre côté. Au niveau de l'Union africaine, ça devient des tiraillements des États membres de l'Union africaine. Donc maintenant, il faut que l'Union africaine puisse réussir à mettre sur pied, bel et bien qu'il y a déjà des projets par rapport à ça. Mais ces projets ne sont pas entrés en vigueur comme il le faut pour pouvoir stopper des conflits et des guerres. Voilà, c'est ce que je pouvais dire. Oui, merci beaucoup. Je rappelle à notre audience que nous sommes en train de parler du respect des droits des réfugiés et des migrants en Afrique et des violations qui sont liées au respect de ces droits, que ce soit les droits des réfugiés, que ce soit les droits des migrants. Et nous aimerions avoir votre participation sur le numéro qui apparaît sur votre écran. Vous pouvez nous envoyer un message WhatsApp sur ce numéro. Vous pouvez aussi nous appeler à ce numéro
et on va vous recevoir directement dans le studio pour que vous puissiez intervenir au sujet que nous sommes en train de discuter ici au studio. Je sais que vous nous suivez depuis l'Afrique, c'est pas seulement au Rwanda, et vous pouvez appeler à ce numéro ou envoyer un message. Le sujet, c'est le respect des droits des réfugiés et des migrants. Et nous sommes en train d'analyser ce qui doit être fait pour que les réfugiés puissent rester dans des pays étant sécurisés, mais aussi les migrants puissent peut-être limiter les mouvements qui à risque dont ils font face, surtout ceux qui quittent le continent pour aller en Europe chercher la vie là-bas. Alors, s'il n'y a pas quelqu'un sur... il n'y a pas un appel, j'aimerais demander à Alain Mukurarinda, qui est, on l'a dit, le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais, sur les migrants qui ont eu à vivre ici. Est-ce que leurs conditions sont réunies pour que les autres, le Rwanda a les capacités d'accueillir un plus grand nombre et pour que les gens puissent savoir si vraiment c'est un pays qui est, je dirais, la sécurité on l'a. Mais on l'a parce qu'on y est déjà. Nous vivons ici au Rwanda. On veut dire qu'il y a la sécurité. Mais pour quelqu'un qui est en dehors du Rwanda, il peut s'inquiéter. Alors, quelles sont les conditions pour que ces migrants puissent être accueillis ici, même s'il y a eu ce blocage lié à ce procès dont vous avez fait allusion au départ? Moi, je pense que... prenons le cas concret du Rwanda de l'Angleterre. Je ne pense pas que l'Angleterre aurait accepté. D'ailleurs, c'est l'Angleterre qui était la demanderesse, c'est elle qui a fait la demande. Si elle a voulu faire la demande, qu'on puisse faire un accord qu'il puisse y avoir un accord entre les deux pays, c'est que d'abord ils ont fait leurs enquêtes. Ils ont fait leurs enquêtes, ça doit passer par le gouvernement, par le Parlement, maintenant c'est au niveau de la justice, ce qui est bien. Donc ils ont dit il faut d'abord qu'on se renseigne sur ce pays, là où on veut envoyer les migrants. Et je vous dis aussi qu'il y avait un autre pays avant, qui avait commencé avant l'Angleterre, mais que les Anglais les ont dépassés, je ne sais pas pourquoi, mais il y avait déjà un autre pays. Il y a un troisième pays qui est toujours intéressé. Il veut d'abord voir où on va arriver avec ces procès. Donc, pour te dire que, pour répondre à ta question, oui, au Rwanda, si on dit qu'il y a la sécurité, ce n'est pas nous-mêmes qui le disent, d'autres aussi le voient. Il y a des étrangers qui viennent ici, nous avons des ambassades, nous avons des organisations internationales, nous avons... aujourd'hui, les informations circulent à la vitesse de la lumière. Donc, sur ce point-là, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Elle a parlé du système d'accueil des réfugiés, des migrants, du système de traitement des dossiers, même si tout n'est pas parfait, mais au moins ça se fait. Mais si aujourd'hui on est capable d'accueillir plus de 130 000 réfugiés, je ne vois pas pourquoi on serait incapable d'accueillir 3, 4 000, 10 000 migrants. Surtout que dans cet accord, il ne faut pas avoir honte de le dire, l'accord est financé par le gouvernement anglais. Si tout est financé à partir du moment où les gens voyagent, comment est-ce qu'ils vont vivre ici? Comment est-ce qu'ils vont s'intégrer? Comment est-ce qu'ils vont travailler? Comment est-ce qu'ils vont étudier? Comment est-ce qu'ils vont se faire soigner? Comment est-ce qu'ils vont avoir des assurances si on va se déplacer? Tout est financé. Aujourd'hui, il est temps qu'on puisse empêcher nos jeunes de partir. C'est la force de demain. C'est cette force qui va... Justement, c'est la question que j'ai posée à Fred. Et vous êtes mieux placé comme porte-parole du gouvernement pour y répondre. Donc, il faut faire... Les leaders africains ne réagissent pas par rapport à ça pour maintenir leurs citoyens ici, c'est ce que dans leur pays. Moi, je vais répondre pour mon leader. Mon leader est en train de le faire. Le Rwanda n'est pas isolé, n'est pas un pays qui est isolé.
harcelés actuellement. Non, je pense que je pense que dans les discussions que peut-être vous entendez parler de ça, est-ce qu'il y a des discussions entre les leaders? Aujourd'hui, je pense que quand je vous ai parlé des migrants libyens qui sont venus de la Libye, ce n'étaient pas des Libyens, c'est différentes nationalités. Le président l'a dit, il l'a fait, il a dit que vous ne voulez pas les prendre, vous voulez pas trouver une solution, donnez-les-moi. Il a donné un exemple. Aujourd'hui, il veut donner un autre exemple. On a donné un exemple avec les Afghans. Ils sont ici. Aujourd'hui, on veut essayer avec d'autres migrants. Donc, il faut essayer, des fois, il faut passer des paroles aux actes. Le Rwanda essaie de le faire. Comme je vous l'ai dit, il y a eu des critiques. Mais ce qui est, je dirais, triste d'ailleurs, c'est qu'entre-temps, vous critiquez, mais vous ne proposez pas d'autres solutions. Et entre-temps, les gens continuent à partir. Donc, il faut aussi qu'on sache il est temps d'investir aussi dans la capacité humaine. Nous avons ces jeunes. Demain, ce seront des futurs footballeurs, des futurs chanteurs, des futurs ingénieurs, et on les laisse partir. Les gens qui ont fabriqué le truc là qu'on nous a injecté pour le corona, c'est des migrants ou des réfugiés, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, il ne faut pas croire que si on veut que les migrants nous rejoignent, c'est juste pour avoir du pognon. Non, on veut avoir ces gens parce que c'est des jeunes, ils sont forts et physiquement et mentalement. Demain, tu ne sais pas ce qu'ils vont devenir. Donc aujourd'hui, c'est pour cela que je dis, le Rwanda n'a pas ce souci de se dire que, comme vous l'avez dit, c'est un petit pays, c'est un pays pauvre, mais le capital humain, il est inestimable. Aujourd'hui, si vous regardez, pourquoi est-ce que les Américains, les Canadiens, les Australiens, non, les Chinois, pas ça, ils sont assez nombreux, eux. Mais pourquoi est-ce que ces trois pays organisent des lotos pour collecter les... Ils le font depuis des années, et ça pose pas de problème. Et c'est pour cela qu'ils sont puissants. Parce qu'on a des gens qui viennent d'un peu partout, chacun avec ses idées, chacun avec son intelligence, chacun avec sa culture, et ils mettent ça ensemble. Il faut qu'on le fasse ici au Rwanda. Ah, ok. Merci. Madame, vous voulez réagir par rapport à ça? S'il y a un appel téléphonique, on va le recevoir, s'il vous plaît. Oui, non, je voudrais juste rajouter quelque chose pour mettre les choses au clair par rapport à, par exemple, il a parlé de la Grande-Bretagne. Ce qui est important, c'est aussi de souligner, comme je l'ai dit tout à l'heure, la responsabilité des États. Le problème n'est pas le Rwanda. Le problème dans cet accord, c'est pourquoi la Grande-Bretagne ne veut pas recevoir ces gens. C'est ça la grande question. Pourquoi est-ce que quand ces gens arrivent, ils ne font pas face à leurs responsabilités en étant un État partie de la Convention 1951, de les recevoir et d'écouter leurs demandes d'asile, pour ceux qui en tout cas sont des demandeurs d'asile. Je ne parle pas des migrants économiques ou autres, mais parmi ces mouvements-là, qui généralement sont des mouvements mixtes, il faut s'asseoir et savoir qui est qui. Qui a des raisons de fuir, pour quelles sont les craintes que ces gens ont. Donc le problème, il est là. Il n'est même pas au niveau du Rwanda et tout ça. Au contraire, le Rwanda est généreux, et ouvre ses frontières, veut les accueillir, et donc tout ce que M. Alain vient de dire. Mais il faut qu'on sache que la Grande-Bretagne a des responsabilités en tant qu'État partie par rapport à ses demandeurs d'asile. Ça, c'est vraiment la position du HCR. Le HCR dit que nous ne sommes pas du tout d'accord par rapport à cela, parce que le gouvernement britannique fuit ses responsabilités par rapport à la chose. Ça, c'est le premier point que je voulais faire. Le deuxième point, des solutions africaines. Pourquoi la Grande-Bretagne fuirait ses responsabilités? Je pense que... Est-ce que c'est pas parce que peut-être ils disent si toute l'Afrique arrive en Grande-Bretagne parce que ils font face à la pauvreté, comment je vais faire? Peut-être. Parce qu'un grand nombre quitte l'Afrique pour des raisons, il y a des raisons de pauvreté, des raisons d'insécurité. Et les guerres, elles sont fréquentes sur le continent. Des coups d'État, toutes ces insécurités là-bas. Alors, si un pays, peut-être ils se disent, je ne peux pas continuer à accueillir leurs gens ici, parce que ces problèmes-là ne vont pas finir en 5 ans ou en 10 ans ou même en 15 ans. Mais il faut travailler sur ces problèmes, ensemble, eux y compris. Ce n'est pas un problème africano-africain.
C'est un problème global où tous les États doivent mettre la main à la pâte et travailler là-dessus. Donc, on ne peut pas dire simplement que l'Afrique a des problèmes, a des conflits, il y a la guerre. C'est un problème mondial où tout le monde a sa part de responsabilité pour trouver des solutions aux problèmes enfin les root causes, comme on dit. Mais je reviens sur le problème de l'Angleterre. Je disais que l'Angleterre devrait faire face à ses responsabilités, savoir d'abord qui sont ces gens. Et ensuite, leur donner accès à leur système judiciaire. Ils ont un système, ils prônent toujours un système démocratique, transparent, système judiciaire, et savoir qui a la raison, quelle raison est à la base donc, de leur fuite. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je disais que chercher des solutions à ces problèmes-là, le Rwanda a donné l'exemple, mais encore les gens qui viennent de la Libye, de différentes nationalités, ceux de l'Afrique subsaharienne, tout comme en général de l'Afrique subsaharienne, donc en venant donc de l'Éthiopie, l'Érythrée, la Somalie et tous les autres pays. Ces personnes viennent au Rwanda, nous gérons ce système, qu'on appelle le système ETM, qui est l'Evacuation Transit Mechanism. Mais c'est un système de transit. La finalité est que la plupart des gens, il l'a dit tout à l'heure, 98% de ces gens sont réinstallés dans les pays du Nord, ou en tout cas les pays qui ouvrent leurs bras. Mais ce n'est pas des solutions où les gens sont intégrés ici, bien que l'offre leur est faite, comme quoi ils peuvent rester au Rwanda. Mais très peu sont intéressés. Ils vous disent, moi je n'ai pas traversé toute l'Afrique pour revenir m'installer là. Donc eux, leur chemin, c'est vers le Nord. Donc c'est pour dire simplement que ce n'est pas une solution durable qu'on a encore trouvée dans le sens de maintenir notre jeunesse dans le continent africain. Ce n'est pas encore le cas. Mais c'est un début de solution parce qu'au moins, on les sort des prisons, de la Libye, de la torture, des violations de leurs droits humains. Donc ça, déjà, c'est une solution de regarder nos frères et sœurs dans ces prisons, torturés, tellement et d'autres mourir. Donc ça c'est un point. Donc moi, je pense que c'est un problème qu'il faut travailler en amont, ici, en amont, c'est-à-dire dans les pays même d'origine. Comment vous faites pour retenir votre jeunesse ? Ne pas les laisser s'aventurer dans ces voies dangereuses. Un autre problème aussi qui est, quand on fait de l'humanitaire et qu'on aide quelqu'un à venir s'installer chez soi, il faut lui donner accès à son système. Et ne pas dire que tout ce qui rentre, ce sont des immigrants ou des migrants illégaux, donc je cherche un autre pays où je vais les envoyer. Parce que ça aussi, ça ne règle pas le problème. Oui, oui. Il y a, je pense, quelqu'un au téléphone. Est-ce qu'il y a quelqu'un au téléphone qui veut réagir par rapport au thème de cette émission? Allô? Allô? S'il y a quelqu'un qui aimerait... Allô? Alors, je pense que peut-être il a coupé, mais il y avait quelqu'un peut-être qui voulait réagir par rapport à ça. Alors, pour aller à la fin de cette émission, il nous reste seulement 5 minutes. Vous avez parlé que c'est un travail en amont et en aval. Donc, il y a un travail du côté de l'Afrique et un travail du côté, de l'autre côté de l'océan, là où la plupart des migrants vont, mais aussi au niveau de l'Afrique, parce que la plupart des réfugiés se trouvent même en Afrique. Alors, comment régler ce problème? Et selon vous, pensez-vous que ça sera réglé si toutes les parties prenantes ne sont pas engagées dedans? Non, tout à fait. Je l'ai dit tout à l'heure que c'est un problème global où tout le monde a sa part de responsabilité. On doit travailler ensemble, main dans la main, pour ce qui concerne le déplacement forcé. Ce que je suis en train de dire, c'est le déplacement forcé, c'est les réfugiés. Les migrants, certes, ils sont en train de chercher un meilleur avenir, ils ont des projets, ils ont des rêves, mais c'est un choix qu'ils ont fait. De dire, je me lève, je traverse et je m'en vais chercher un endroit où j'aurai plus de chances de réussir. Mais moi, je m'intéresse et je m'occupe principalement. Mon rôle, c'est le droit des réfugiés. Ceux-là n'ont pas choisi de bouger. Et ce sont eux qui sont nombreux. Ils sont d'ailleurs. Oui, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. C'est relatif, ça dépend de quoi on parle. En tout cas, si on revient ici sur le Rwanda, on dit qu'il y a 134 000 réfugiés qui sont là. Ils sont là en moyenne depuis 10 ans, 15 ans. Moi, je crois qu'une des solutions, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, des solutions, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je crois que le Rwanda est un exemple dans la manière dont il intègre
ces réfugiés qui sont chez eux depuis plus de 10 ans, les Burundais et les Congolais. D'abord, j'avais dit qu'il y a un cadre juridique, ils ont une loi d'asile, mais ils ont aussi des politiques assez progressistes d'inclusion de ces réfugiés. Parce que le réfugié, il ne faut pas toujours le voir comme étant une charge. Les réfugiés est un agent économique. La majeure partie des réfugiés qui sont au Rwanda, la moitié de ces réfugiés sont des jeunes. 41% des réfugiés sont à l'âge ont moins de 18 ans, ou entre 18 ans et 20 ans. 41%. Donc c'est toute une jeunesse sur laquelle on peut capitaliser, on peut travailler avec. Et je le disais, en Afrique, la plupart des réfugiés viennent du pays d'à côté. Donc on partage une culture, une langue et beaucoup de choses. Et quand je dis une jeunesse qui est là depuis 10-15 ans, ça veut dire qu'ils sont même nés ici. Donc, où une intégration est beaucoup plus facile. Donc comment changer le narratif pour qu'on voie le réfugié beaucoup plus avec un esprit positif que de le regarder comme étant une charge. Comme je disais, les politiques progressistes du Rwanda, c'est l'inclusion. Le réfugié qui est au Rwanda a accès à la carte d'identité. Elle a accès à l'emploi. Elle a accès aux soins de santé. Elle a accès au système éducatif. Voilà 4 éléments de base qui vraiment déterminent, je veux dire, que tout être humain doit avoir accès où qu'il se trouve et qui qu'il soit. Et je pense que là, ça, c'est une solution. Comment, dans les pays africains, on peut inclure les réfugiés et les voir plutôt comme étant un ajout, un avantage ou un asset pour qu'ils contribuent au développement de ce pays. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut maintenant regarder. Parce que de plus en plus, il y a des crises, il y a des conflits. Les gens traversent les frontières, vont s'installer ailleurs, parce que pour des raisons de parenté souvent, parce qu'ils estiment que de l'autre côté, ils peuvent trouver de la famille. Donc, comment est-ce qu'on peut capitaliser sur ce capital humain dont on parlait tout à l'heure pour que ces gens puissent travailler? Bien sûr, l'idéal, c'est qu'ils puissent rentrer chez eux, parce que là, on a besoin d'eux aussi pour reconstruire leur pays. Mais pendant qu'on y est, et jusqu'à ce qu'on voie ce processus de paix se mettre en place, comment capitaliser sur les populations réfugiées dans les pays d'Asie? Merci beaucoup. J'aimerais moi passer un message à l'audience parce que parfois on a des difficultés à accueillir les téléphones, mais si vous voulez passer votre idée et que c'est peut-être pas le moment, vous suivez peut-être pas à la télé, vous suivez peut-être en ligne, que les débats continuent en ligne, donc vous pouvez toujours donner votre contribution dans la place des commentaires parce que nous gardons toujours le contact avec nos invités. Donc, s'il y a une question à poser, vous pouvez toujours poser votre question même après l'émission directe à la télé. Merci Jen. Alfred, pour aller à la fin, qu'est-ce qu'il faut faire pour ce problème des migrants? Vous avez parlé de l'Union, de la African Union. L'Union africaine. Oui, ce qu'il faut faire, il faut envoyer un message à la communauté internationale et surtout aux donateurs. D'encourager beaucoup plus les pays qui respectent les conventions et traités dans le cadre d'accueillir les réfugiés et de les aider à s'intégrer et à réaliser leurs rêves. C'est ça ce que nous pouvons envoyer comme message. Mais en ce qui concerne l'Union africaine, elle doit revenir aussi sur le programme, je disais, le programme de libre circulation des personnes et des biens, le passeport de l'Union africaine. Ce passeport pourra peut-être aider certains réfugiés parce que jusqu'à aujourd'hui, les États du Maghreb ne délivrent pas les documents de voyage aux réfugiés. C'est ce qui les oblige de ne pas sortir, c'est ce qui les empêche, plutôt je m'excuse, de sortir du pays, de circuler librement. Donc au fait, ils sont comme dans une prison à ciel ouvert. Alors que d'autres États encouragent la circulation des personnes, des biens, tel que le Rwanda, et tout à l'heure comme Madame Dey disait que l'OICR délivre les pièces d'identité. Les pièces d'identité, le document de voyage que le réfugié peut sortir en dehors du Rwanda et rentrer ici librement. Donc c'est ce qu'il fallait faire. Donc l'Union africaine devait aussi se pencher sur ce problème-là pour que
Parce que même si les États, s'il y a des États qui refusent de délivrer des documents de voyage aux réfugiés, avec déjà le projet du passeport panafricain, cela va aider aux réfugiés d'en posséder, parce que si on fait retour en arrière, selon la déclaration de Kampala, c'est un sommet organisé par l'Union africaine, hein, pour recueillir les engagements des différents États membres de l'Union africaine. Donc l'Union africaine a aussi un mot à dire sur ce sujet. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alain, pour terminer, Pour terminer, moi je dirais on est que... déterminé à continuer à se battre pour accueillir les migrants, ou vous avez été découragé? Non, on n'est pas découragé. On est prêt à les accueillir. Comme Madame l'a dit, c'est du côté des Anglais. Ils n'ont qu'à défendre leur dossier et à expliquer. Et elle a dit pourquoi les Anglais ne veulent pas les recevoir chez eux. Bon, c'est ça. Le gouvernement anglais doit répondre à ces questions. Moi, je trouve que c'est des questions logiques. Si on veut faire évoluer les choses, on ne va pas dire que nous, on a fait un contrat avec tel et personne n'a plus rien à dire. Ça ne serait pas correct. Donc, si on trouve que... Et je pense que les débats améliorent toujours les dossiers. Donc, du côté du Rwanda, nous, on est prêt à aider, on est prêt à accueillir. S'ils veulent s'installer, ils vont s'installer, tout est prévu. S'ils veulent repartir ailleurs, ils pourront repartir. Et s'ils veulent retourner dans leur pays, ils pourront retourner. Tout cela a été prévu. Donc aujourd'hui, on sera toujours prêt à accueillir, que ce soit des réfugiés, que ce soit des migrants. Mais on aimerait aussi que des fois, des gens qui passent comme réfugiés dans des camps 10, 15, 20 ans, à certains moments, il y a un espoir soit de s'intégrer définitivement, mais le mieux, ce serait qu'ils puissent retourner dans leur pays. Et je pense que le Rwanda, particulièrement entre le Rwanda et la RDC, sous le patronage du HCR, il y a des pourparlers pour essayer de voir comment les Rwandais, on a oublié de dire qu'il y a des réfugiés rwandais qui sont à l'extérieur et qui sont au Congo puissent rentrer au Rwanda, et ceux qui sont ici puissent rentrer dans leur pays. C'est l'espoir du gouvernement rwandais, mais ici ça ne se fait pas. Essayons de les intégrer comme on intègre, ou de les traiter comme on traite les Rwandais. Ok. Merci beaucoup. On est à la fin de notre émission. On vous remercie d'avoir participé. Jen, appelez à l'audience les invités, et puis on vous remercie de votre temps. Merci beaucoup. Nos invités, nous étions avec Madame Ndiaye Aïssatou Masek Ndiaye de la HCR. Nous étions aussi avec Alain Mukulalinda, le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais. Il est à la maison. C'est l'homme de la maison. Donc, il y a pas de... Oui, on était avec lui la fois passée. Merci à vous de votre temps. Merci d'avoir répondu à nos questions et surtout à notre invitation. Merci à vous. Merci chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, de votre participation, même si vous n'avez pas pu appeler. Je sais que vous nous suivez nombreux chez vous, et continuez à discuter sur notre chaîne YouTube parce qu'on est en ligne. Comme ça, on va continuer à recueillir vos avis et vos points de vue par rapport au sujet qui intéresse les Africains. Alors, c'est l'émission Leadership d'Impact. C'est tous les mardis à 19h15, de 19h15 à 20h15. Merci et à très bientôt.